Ok, c'est bon, je suis dans la soupe là. Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Donc, de ce que je comprends, c'est deux auteurs qui se sont spécialisés dans l'effondrement de la civilisation industrielle. Et pourquoi j'ai voulu faire ce livre? Parce que j'ai reçu 4 ou 5 messages demandant de le faire. Et comme vous le savez tous, 4 ou 5 messages demandant de le faire, en gros, ça équivaut à 1 milliard de messages. Enfin, parce qu'en gros, De recommandations, quoi. voilà, parce que tous ceux qui veulent qu'on lise ce livre n'envoient pas des messages. Mhm. Il faut que tu multiplies du coup par 1 milliard. Ouais, c'est le nombre de- facteur 1 milliard, quoi. Voilà, tout à fait. Donc celui-là, c'est la palme d'or au niveau des messages reçus. Et il va y avoir un petit challenge là, ça va être d'extraire des trucs supplémentaires par rapport à en fait ce qu'on avait déjà compris quand même. Parce qu'on a fait les limites à la croissance, l'âge des low-tech, le bonheur était pour demain, et je pense plein d'autres trucs. Et en plus, des livres de Jean Covici. Donc je pense qu'on avait globalement compris l'effondrement. Mais il y a 2-3 trucs à extraire quand même du livre, je vous rassure. Est-ce que vous... je ne sais pas comment formuler la question, mais parce que si je vous demande est-ce que ça vous intéresse comme sujet, vous allez me dire ouais, on a fait le tour de la question en fait. Donc concrètement, je vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau. Vous allez me répondre ça, non? Qui aurait pu prédire, mec? Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire le réchauffement climatique? Franchement, qui aurait pu prédire, mec? Putain, mais c'est une belle entrée en matière pour cet Mais oui. épisode. Donc, non, mais je propose qu'on en reste là, du coup. Allez. Et donc, l'idée dans ce livre, évidemment, ça va être de voir c'est quoi un effondrement de la société industrielle, comment ça peut arriver, à quoi ça ressemble concrètement, comment ça serait la vie après un effondrement, comment on peut être résilient à ça. Est-ce que, avec la petite liste que je viens de donner, il y a des trucs qui vous titillent un peu? Vous vous dites, ah ouais, ça, peut-être je me posais cette question avant. Bah, Ou sur pas. qu'est-ce que ça veut dire un effondrement d'une société industrielle? Ouais. Bah ouais, ça m'intéresse. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, Clem, elle nous a dit qu'elle était en forme je suis aujourd'hui. très en forme. Et donc, non, mais l'aspect concret, quoi, c'est ça. Bah, est-ce qu'il y a différentes façons de s'effondrer? Qu'est-ce que ça veut dire effondrement Tout à fait. économique, effondrement sociétal, social, effondrement... Enfin, je sais pas, il y a Ah plusieurs oui, trucs, non? oui, ça, on va comprendre. On en va le effet. comprendre ou pas? En effet, Ok. tout à fait. Je vous confirme qu'on va le comprendre. Très bien. Ouais, moi, ça m'intéresse de voir aussi si on a déjà des indices ou des prémices de l'effondrement. Donc, en gros, s'il y a déjà des trucs qui ont été enclenchés. Ouais, bah ça, on va en parler un petit peu, ouais. Et effectivement, ça m'intéresse le côté est-ce qu'il y a plusieurs types d'effondrements en fonction de comment on réagit? Ouais. Et est-ce qu'il y a un effondrement désirable en mode de genre ça s'effondre, en gros notre situation actuelle s'effondre, mais l'output il est heureux? Ou s'il y a que des bifles? D'accord. Est-ce que la société effondrée renaît Ouais. de ses cendres? Bah, je sais pas si on va répondre à tout ça, mais on va en tout cas en répondre à une partie. Donc on va voir. Et après, Ouais, vas-y. ouais, c'est ça. Et- Après, j'imagine que justement la caractéristique de l'effondrement, c'est que ça n'a pas été anticipé et que du coup c'est une remise en question de notre mode de vie très rapide. Mhm. Et que du coup, par définition, il y a, sur le moment, ça constitue une bifle. Et donc, c'est quelque chose de pas bien. Mais peut-être qu'à l'issue d'une période d'effondrement, il revient une adaptation et on est content, tu vois. Ouais, bon, ouais, j'hésite à dire c'est un des points faibles du bouquin ou pas, parce que c'est pas de la faute du gars, mais en fait, justement, des gars, parce qu'ils sont deux, ils vont expliquer euh, qu'il y a quand même tout un tas de choses qui sont un petit peu difficiles à prévoir. Donc, tu as tendance à rester un petit peu sur ta faim. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'ils arrivent à donner un côté concret au truc. Donc, on va voir un petit peu, on va réussir un peu plus à se projeter. Mais oui, il y a ce côté-là où, en fait, à chaque fois, ils disent bah, en fait, il y a pas mal de trucs où on ne peut pas trop faire de la futurologie, quoi. Finalement, on en sait. Mais bon, on va voir. Vous allez me dire à quel point vous pensez qu'ils sont raisonnables. Et donc, ouais, il commence par dire, bah, en fait, tout l'intérêt du bouquin, ça va être de palper un peu cette notion d'effondrement. Donc, donner une définition, c'est peut-être pas super intéressant. Néanmoins, on peut quand même essayer de le faire au tout début pour introduire le sujet. Donc, effondrement, au début, ils disent
C'est un processus à l'issue duquel les besoins de base, donc eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Donc, c'est intéressant d'avoir des mots derrière le truc, même si ce qui va être plus intéressant, c'est de le palper un peu plus concrètement. Et il se place à l'échelle de la France ou... Parce que ce que je veux dire, c'est que si je me place à l'échelle du monde, je peux considérer que c'est déjà pas le cas, tu vois. Ouais, j'ai pensé pareil. Ouais. Bah non, il va se placer à l'échelle du monde, ouais. Pourquoi c'était... Après, après, peut-être j'exagère. Ouais, tu sais, quand tu dis la majorité des gens ont accès à des services de base, ouais. Je connais pas les stades de la sous-nutrition ou les stades Ah, je vois ce que tu veux dire, oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ouais, bah peut-être que ça s'adresse au monde industriel. Donc, c'est sûr que si tu habites dans un pays où tu n'as pas les besoins de base, ouais, je sais pas si on peu peut industrialisé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, cette théorie de l'effondrement qui est évidemment mise en opposition avec le technosolutionnisme, le truc où on a une croissance infinie, et il fait du name dropping, donc il dit il y a les usual suspects, Luc Ferry, Claude Allègre et Pascal Bruckner, qui sont du coup apparemment les figures de proue du technosolutionnisme. J'avais entendu parler de Luc Ferry, les autres je ne les connaissais pas. Et technosolutionnisme qui est de façon évidente faux, puisque aujourd'hui on arrive à des limites technologiques, hein, on a tous remarqué, donc on n'arrive pas à mettre l'étiquette de RER sur le smartphone à Paris, ni sur une carte rechargeable. Donc c'est pour dire à Luc Ferry en fait qu'on arrive aux limites de la thermodynamique en fait. Il y a des choses juste que les humains ne savent pas faire, et donc tu peux pas parler de, tu vois, la technique ne peut pas tout, quoi. à un moment donné, on est bridé, tu vois, t'es obligé de faire avec les tickets en carton, quoi. Malheureusement. Voilà. Donc, ouais, putain, on est fatigué. Ouais. Tu viens de placer ta frustration personnelle du moment. Le coup de gueule. J'en ai trop marre, ça me casse trop les couilles. Bref. Le truc qui se démagnétise en plus, j'en ai trop marre. Je suis vénère parce que ça m'est arrivé l'autre jour. Je te l'ai pas dit. Tu te retrouves, ça t'es s'est bloqué comme un connard et tu vénère. peux juste pas le mettre sur ton... Bref. Tu pourras couper. En plus, je suis sûr qu'il y a des gens... Non, je ne couperai pas. Je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires qui font faire « Oui, non, en fait, ça marche et tout. » Et non, ça n'existe pas. J'ai vérifié. Bref. Du coup, en introduction, déjà, il va donner une stat qui paraît incroyable, que moi, je n'avais pas du tout en tête. Donc, c'est un sondage IFOP auprès de 5000 personnes dans 5 pays, France, US, Royaume-Uni, Italie, Allemagne. Et ah ouais, je peux vous demander, à votre avis, combien de personnes pensent que la civilisation va s'effondrer dans les années à venir? Quand tu poses cette question comme ça, c'est quoi le pourcentage de gens qui répondent ouais? Bah, j'ai l'impression qu'on est dans une ambiance assez négative, quoi. Donc j'ai l'impression, je dirais peut-être 60%. Mais même en dehors de notre cercle, tu dirais ça? Ok. Ouais. Ok. Genre tu demandes à Jean-Michel dans la rue, il te dit ouais, ça va s'effondrer. Ouais, j'aurais l'impression Ok, qu'il peut toi, dire ça. Ouais. Putain, j'ai aucune idée. Mais oui, moi j'ai avec la même. Je sais pas, je dis 40%, allez. Ouais, vous êtes chaud, moi j'aurais pas du tout dit ça, mais ouais, c'est ça. En gros, Pourquoi t'aurais dit quoi, toi? Je sais pas, j'aurais dit 5%. Je pensais que les gens, ils étaient... Oui, je pensais qu'ils étaient pas dans la conscience de l'effondrement, quoi. Mais après, quand tu dis va s'effondrer, enfin, quand tu donnes pas de timeline, tu vois, c'est... Ouais, bah c'est un peu le principe du sondage. Tu donnes une phrase et tu vois comment les gens réagissent. Donc c'est que la civilisation va s'effondrer dans les années à venir. Donc c'est dans les années à venir. C'est dans les années à venir. Et donc, en effet, c'est autour de 50%. C'est plus de 50%, avec seulement l'Allemagne qui est en dessous de 50%, mais elle a quand même 40%. Et environ un tiers, la moitié de ces personnes-là voient ça dans les 20 ans. Donc, je dirais, il y a 25% de la population qui pense que ça va s'effondrer dans les 20 ans. Et bon, alors déjà... vous étiez pas du tout dans le même délire que moi, mais déjà, ça m'a cassé le mythe que tout le monde croit au progrès, tout le monde croit à la croissance infinie. Je croyais que c'était hyper répandu, cette croyance, alors que, bon, bah, en fait, ce qui a l'air d'être assez répandu, c'est plutôt que les gens sentent qu'il y a peut-être potentiellement une couille dans le potage. Voilà.
Ouais, aujourd'hui, je pense que pardon, comment dire, genre la prise de conscience autour du réchauffement climatique et de la gravité du truc, elle est globalement faite. Mm. Je pense que ce qui n'est pas encore fait ou ce qui est en cours, c'est comment on passe à l'action et comment on met en accord nos modes de vie avec cette vision-là. Mm. Mais tu vois, genre pour moi, le truc de est-ce qu'il y a un réchauffement climatique qui se passe? Est-ce que c'est grave? Est-ce que il faut faire quelque chose? Ouais. Pour moi, ces trois réponses-là, s'il est acquis dans la population de la plupart des pays industrialisés que c'est oui, tu vois. La question, c'est plus comment on modifie nos modes de vie, comment on inscrit ça dans nos vies. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier des trucs? En gros, la question, c'est comment on résout cette contradiction aujourd'hui, plus que comment on prouve que c'est grave, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que j'aurais pas dit, et finalement, Ouais. j'avais tort. Tout simplement. Mais ouais. Et donc. Bah aussi, ouais. je pense que le truc, c'est qu'on est biaisé par un certain nombre de médias mainstream où ils mettent que des tocards. Mais peut-être. On est biaisé par Pascal Pro, quoi. Mais peut-être qu'il y a ça, et peut-être qu'il y a aussi de tout temps, les gens disent oui, c'est pour bientôt la fin du monde, et qu'il y a peut-être un biais comme ça. Mais... Ouais, et je sais pas à quel point les gens qui répondent ça, ils pensent uniquement au réchauffement climatique et tout ça. Je pense qu'il y a aussi, je sais pas, tout un discours assez défaitiste sur dans ce monde qui va pas bien, les gens accros, enfin, tu sais, à fond accros aux réseaux sociaux, la violence dans la rue, les trucs comme ça. Ils ont l'impression qu'il y a. Enfin, je trouve que, notamment dans les médias, il y a une espèce d'ambiance comme ça. Il y a réchauffement climatique, mais pas que, tu vois, des trucs sociaux. Ils pensent peut-être aux musulmans, tu vois. tu peux développer. Bah là, peut-être qu'ils ont peur de la submersion islamique, tu vois. Et du coup, ils sont là, ça va s'effondrer. Mais oui, mais non, mais sans doute que. Peut-être sans doute qu'il y a un climat de peur dans les médias, ouais, sans doute. Ouais. Mm. Non, ok, comme quoi j'avais tort. Et donc. Dans la première grosse partie, on va commencer par décrire les faits dans un premier temps, et puis après on essaiera de faire de la prédiction. Et je commence par un truc assez bizarre. C'est-à-dire qu'ils nous disent, parce qu'ils sont deux, pardon, il existe... Ah oui, on enlève la souris du nez de Georges, bien vu. Ils nous disent, il existe deux types de limites. Et le premier type de limite, ça s'appelle des limites, donc c'est ultra chelou. Et le deuxième type de limite, ça s'appelle des frontières. Donc ça, c'est juste pour donner le vocabulaire collapsologique, mais déjà, c'est bizarre. Le premier, ce qu'ils appellent les limites, je pense qu'on s'en fout parce qu'en gros, on a compris, quoi. C'est les trucs qui sont basés sur les lois de la thermodynamique, si c'est toutes les ressources non renouvelables, genre le pétrole, les différents... minerais, on en a déjà parlé 1000 fois. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'ils appellent les frontières. Et les frontières, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus moins abordé, je dirais. C'est toutes les limites, toutes les frontières, du coup, qui sont franchissables, mais sournoises, parce qu'on s'aperçoit seulement plus tard qu'on les a franchies. Et donc, nous, on connaît tous le climat. Hein, c'est-à-dire que, typiquement, le climat, on est en train de nous expliquer aujourd'hui qu'on a mis en place tout un tas de processus irréversibles. Et typiquement, j'espère que je raconte pas de conneries, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois que typiquement, si on fait s'échapper le méthane du pergélisol, je pense que je le prononce hyper mal, il va se passer des réactions en chaîne et on est mort, quoi. Donc, typiquement, dans cet exemple concret, on pourrait dire on a franchi une limite, on ne savait pas qu'on l'a franchi, on ne peut plus revenir en arrière et on est mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais du coup, la frontière, ça se caractérise par le fait que, en gros, le fait qu'on se rend pas compte qu'on le franchit, c'est le principe de il y a un lag, tu vois. Où il y a un délai entre le moment où on dépasse la limite et le moment où c'est observable et où on en subit les conséquences. Ouais. Donc il y a cet aspect-là. Et il y a le deuxième aspect qui est l'aspect irréversible. Il faut laisser deux conditions, il faut juste qu'il y ait un délai. Je pense que c'est... Tu vois ce que non, mais je pense que c'est même pas... C'est-à-dire que
c'est clairement franchissable parce que, contrairement à l'autre, il n'y a pas de règle thermodynamique qui t'empêche de la franchir. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une question de stock ou quoi. Par contre, est-ce que tu peux revenir en arrière? Je pense que ça, c'est pas abordé. Enfin, tu sais, tu peux toujours revenir en arrière. S'il y a des Martiens qui viennent et qui reconstruisent. Donc la différence entre les deux, entre limite et frontière, c'est que limite, c'est infranchissable. Le pétrole, le cuivre. Des trucs où ça sera fini à un moment, quoi. Voilà. Et frontière, c'est qu'il faudrait s'arrêter à un endroit, mais en fait, on peut franchir. Et si on franchit, les conséquences sont plutôt négatives. Exactement. Et donc, on connaît tous le climat, mais peut-être je vais citer les 9 comme ça, ça aidera. Il y a la biodiversité, l'acidification des océans, la déplétion de l'ozone atmosphérique, le cycle du phosphore et de l'azote, la charge en aérosol atmosphérique, la consommation d'eau douce, changement d'affectation de terre et pollution chimique. Ouais. Donc en gros, on sent, quand je donne la liste, on sent un petit peu mieux ce que c'est. C'est-à-dire que tu sens, typiquement la pollution chimique, tu sens que en gros, tu vas polluer. Et un jour, tu vas te rendre compte que, en fait, c'est ingérable. Okay. Et juste pour info, il dit que 4 sont dépassés. Hein, donc le climat, la biodiversité, le cycle du phosphore et de l'azote et la pollution chimique. C'est dépassé. Voilà. Donc vous voyez un petit peu mieux le truc. Et ouais, mais on est capable, tu as peut-être déjà répondu, mais on est capable pour ces 9 là, est-ce qu'on est capable de dire à l'avance où va être justement la frontière? Pas forcément. Mais... Voilà, et non. Et en fait, ce qui est hyper pernicieux avec les frontières, du coup, c'est qu'il donne l'analogie, ça fonctionne comme un interrupteur. C'est-à-dire que tu sais, tu vas, sur un interrupteur, tu vas appuyer de plus en plus fort et d'un coup, ça va faire clic. Et du coup, c'est comme ça que tu peux faire l'analogie avec les frontières. Et en gros, ce qu'ils font dans le bouquin, c'est qu'ils te disent que mathématiquement, quand tu as un système très peu complexe, avec peu d'interactions entre les différents éléments, quand tu introduis une perturbation sur ce système-là, le système va se dégrader. D'accord ? Donc, plus tu introduis de perturbations, plus le système va se dégrader. Dans les systèmes planétaires qui sont ultra complexes et ultra interdépendants et ultra connectés, la biodiversité, c'est juste une complexité folle. Ce qui va se passer si tu introduis des perturbations, c'est qu'il ne va rien se passer. Parce que c'est hyper résilient. D'accord ? Okay. Et donc, du coup, c'est vraiment, faut avoir cette notion d'interrupteur en tête. C'est-à-dire qu'en gros, il ne va rien se passer, jusqu'à ce que ça fasse clic. Et donc, dans le livre, tu vois, il y a une belle modélisation mathématique avec un système peu complexe où, en gros, quand tu introduis des perturbations, tu vois qu'il se dégrade petit à petit. Et un système complexe où tu vois que quand tu introduis des perturbations, il ne se passe rien jusqu'à ce qu'à un moment, ça s'effondre. Voilà. Intéressant. Je ne sais pas si ça, c'est un peu plus compréhensible comme ça. Ouais, non, c'est compréhensible. C'est qu'en gros, les conséquences de tes perturbations, elles sont inexistantes ou très faibles. Et d'un coup, elles apparaissent et elles ont une amplitude énorme. Quoi. Exactement. Et tu te souviens, on avait fait l'analogie aussi dans Les limites à la croissance. C'était hyper bien, je trouvais. Il disait, combien de boulons tu as le droit d'enlever sur un avion qui vole avant qu'il s'écrase? Tu vois? Et en fait, c'est hyper bien comme analogie parce que tu comprends tout de suite que en fait, tous les boulons que tu enlèves avant qu'ils s'écrasent, en fait, c'est gratuit. Enfin, tu peux les enlever, il ne se passe rien. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va s'écraser parce que c'est hyper difficile à prévoir. Et ça va se faire d'un coup, quoi. À un moment, tu vas enlever le boulon de trop et ça va s'écraser. Donc ça, tu vois, c'est plus intéressant, les frontières. C'est plus intéressant que juste, il n'y a plus de cuivre, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Et je trouve le deuxième truc cool, c'est que, et on l'a tous fait d'ailleurs là, c'est qu'on est tous partis billes en tête sur changement climatique. Mais en fait, il y en a 8 autres. Donc... non mais il est trop fier.
Non, mais de un, c'est la merde. Et de deux, c'est comme si il y avait... Et on le savait pas. Qui aurait pu prévoir. Et de deux, c'est comme si... soit les gens utilisent réchauffement climatique pour parler des neufs, et c'est un raccourci, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, soit juste il y a des gens qui sont pas au courant, quoi. Donc, oui, bah moi pour le coup, je fais un peu des deux, quoi. À la fois, j'ai utilisé le 1 pour parler de neuf, et le deuxième, c'est que je connais pas bien en détail les autres et en quoi ils consistent, etc. Tu vois. Ouais. Oui, bah, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a. Moi, j'avoue, je mets tout dans le même panier, en fait. C'est-à-dire, mais toi, tu faisais quoi? T'avais conscience des autres ou tu étais juste en mode réchauffement? Pas de tous les autres. Oui, mais tu savais que. Mais okay. tu vois, oui, biodiversité, pollution chimique, enfin, tu vois. Ouais. Moi, je t'aurais pas cité la liste non plus, j'avoue. Non. Okay. Mais même, tu vois, ça m'intéresserait de savoir en quoi ça consiste chacun des neufs. Ouais, bah du coup, on va pas le faire là, mais. Dommage. Mais. Bien tenté. Mais oui, je suis d'accord. Il y a des trucs du genre cycle du phosphore et de l'azote. Ça, je l'aurais pas cité. Non, mais tu vois, tu sens que. Mais si, parce que tu sais, il y avait l'histoire, je me souviens, quand on avait fait le livre de Philippe Biouy, pardon, je suis fatigué, où il avait dit oui, il va falloir commencer à récupérer notre urine et nos excréments parce que on n'a pas à l'infini du phosphore et de l'azote. Je suis en roue libre total. Mais je me souviens qu'il y avait un truc comme ça. Et donc, non, mais en gros, on sait que c'est un peu ce qui permet de fertiliser les sols. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, on le prend à partir d'hydrocarbures et il faudra s'intéresser au cycle. En gros, aujourd'hui, on a un cheat code qui permet de s'affranchir du cycle. Ouais. J'ai l'impression. Ah oui, ça me dit quelque chose d'avoir entendu parler de ça, en effet. Oui, c'est ça. C'était probablement avec vous. Du coup, vu que le cheat code va disparaître, on va dire, faut peut-être s'intéresser comment ça marche dans la nature, quoi. Ça. Oui, c'est ça. Et il y a aussi toutes les quantités qu'on relâche dans la nature aussi qui ont des effets particulièrement délétères. Yes. Et donc bon, bah ça c'est les frontières. Ça c'est assez intéressant. Je viens de râler comme quoi on parlait tout le temps de changement climatique, mais je vais quand même revenir sur le changement climatique. Il y a un endroit où c'était intéressant parce qu'il disait, en fait, d'un côté, il dit on peut pas prévoir parce que c'est tellement complexe, mais de l'autre côté, il essaie de donner du concret en donnant des exemples concrets. Et donc, on peut voir ces exemples concrets parce que c'est intéressant. Donc, il évoque sur le réchauffement climatique, qu'est-ce qui pourrait se passer de grave? Il évoque les prédictions d'un certain Gwyn Dyer, qui est spécialiste de questions militaires. Et en gros, qui va prendre ça sous l'angle des tensions géopolitiques, typiquement. Donc, il dit, par exemple, avec plus 2 degrés, donc c'est que plus 2 degrés, le tiers sud du Bangladesh serait sous l'eau. Et donc, on parle de 60 millions de personnes sous l'eau. Parce qu'au Bangladesh, ils sont 170 millions. Donc, ouais, ils sont plus que la Russie. Ouais, ok, d'accord. Donc, ils sont beaucoup. Sur un tout petit territoire, en plus, genre, c'est super dense, le Bangladesh. Voilà. Et donc, les 60 millions, de ce que je comprends, c'est près de l'eau. Et donc, eux, ils vont devoir bouger à plus de degrés. Plus de degrés, la production indienne de nourriture diminue de 25%. Et en gros, tu vas avoir des réfugiés climatiques qui vont se déverser au Pakistan et en Inde. Je ne savais pas, fun fact, l'Inde, par exemple, a déjà entrepris de construire une barrière de 2,5 mètres de haut le long des 3000 km de sa frontière avec le Bangladesh. Et j'ai cherché, c'est vrai. Ouais. Ils ont commencé en 1993, d'après ce que j'ai trouvé. Mais pour éviter les réfugiés je pense climatiques en 93, c'était pas forcément pour les réfugiés climatiques, juste ils aimaient pas les mecs du Bangladesh apparemment. Okay. Mais bref, le truc que Gwyn Dyer il veut dire, c'est qu'en gros, tu vas avoir une espèce de déstabilisation massive de la région. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Pakistan et l'Inde, c'est des puissances nucléaires. Donc, tu fais une déstabilisation massive dans une région avec 2 puissances nucléaires qui, en plus, je ne suis pas expert en géopolitique, mais je crois qu'ils ne sont pas non plus fans l'un de l'autre. Ça peut clairement être très, très dangereux, quoi. Donc, ça permet de mettre, un peu de concret derrière le réchauffement climatique. C'est vrai qu'on se demande toujours, ok, mais... Oui, ça va être quoi les conséquences, à part les ours qui n'ont plus de banquise? Et je crois qu'on ne prévoit pas des événements similaires aussi en Asie du Sud-Est, genre en Indonésie. Ah bah là, c'est en gros. Ah bah oui, mais là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. C'est un exemple en gros, toutes les zones qui sont proches du niveau de la mer est surpeuplée, quoi. En gros.
C'est ça. Et en fait, tu sais, on parle, il y a des petites îles du Pacifique où ça leur arrive dès aujourd'hui, en mode, tu sais, des micro-États qui perdent un peu leur territoire, etc. Donc on s'en fout un peu. Mais en fait, le truc, c'est que ça va bientôt arriver à des trucs extrêmement peuplés, tu vois. Enfin, à des pays extrêmement peuplés, et là, on va moins s'en foutre, tu vois. Parce que c'est quoi les trucs où tu t'en fous, tu disais? C'est des micro-États? Ouais, bah, je crois que, tu vois, aujourd'hui, il y a déjà des îles du Pacifique qui sont en train en gros, d'être submergées, quoi. Oui, d'accord. Oui, non, mais ok. Donc, on s'en fout pas, mais à la rigueur, la population est gérable, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, bah, enfin, on s'en fout pas dans le sens où, en gros, la communauté internationale y accorde aujourd'hui peu d'importance. Ouais. Parce que c'est des tout petits pays, quoi. D'accord. Et aussi, je voulais le citer parce que c'est aussi évoqué dans ce chapitre-là, c'est que, et on en a un peu parlé la dernière fois, c'est qu'il se fait la remarque que l'histoire a montré que ceux qui étaient perçus comme fautifs dans le cadre d'une crise passeraient en général un sale quart d'heure. Donc tu peux avoir dans le cadre du réchauffement climatique aussi ce genre de tensions. Donc si on réfléchit, on peut imaginer des tensions, peut-être des pays pauvres qui en veulent aux pays riches qui auraient trop émis, par exemple. Tu peux imaginer les enfants qui accusent les plus vieux. Voilà, donc tout ça, ça peut rajouter aussi au niveau des déstabilisations. Voilà, il dit ça a l'air d'être obligatoire dans l'histoire de réussir à faire le deuil d'un événement pour passer à autre chose, d'accuser quelqu'un et de passer par un cycle de vengeance, quoi. Donc ça aussi, ça peut être assez dangereux. Ouais. Et en fait, tu vois, ce phénomène de frontière que tu dépasses et où genre tu n'as pas de conséquences observables à part à partir d'un moment où ça s'emballe et ça devient ultra hardcore. En fait, je pense aussi, je sais pas, c'est une hypothèse, tu vois, mais je pense qu'on peut l'observer à des échelons locaux, tu vois. Je pense que peut-être on est sur les sujets sur lesquels on n'a pas encore dépassé les limites ou c'est pas encore observable à l'échelle du monde. On peut se dire, ok, mais si on se place à l'échelle d'un pays ou d'une région ou du machin, on peut déjà observer les concepts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas s'il fait cet exercice-là. Non, mais t'avais un exemple en tête? Non, j'ai même pas d'exemple en tête. mais tu vois, je me dis, tu vois, je sais pas, sur la biodiversité ou sur la pollution chimique, tu vois. Je pense qu'il y a bien des endroits où on a tout déglingué et on peut observer les phénomènes de réaction en chaîne, tu vois. Oui, ça me dit quelque chose. En fait, En fait, tu vois, c'est un peu un truc, c'est une preview de ce qui va arriver à plus grande échelle en regardant tel endroit hardcore. Oui. Je vois ce qu'il veut dire et en fait, ça m'évoque je vois ce que tu veux dire. Et en fait, ça m'évoque un exemple qu'il donne où en fait, il parle d'un lac et en fait, on fait que de le. J'avais utilisé quel mot tout à l'heure, de le perturber. De le perturber. On fait que de le perturber. Il se passe rien. Et un jour, tout d'un coup, et apparemment ça va hyper vite, le lac il devient d'un coup tout vert, tout dégueulasse, avec des algues partout et tout meurt à l'intérieur. Et apparemment c'est très très rapide, quoi. Ah ouais? Ouais, et ça m'évoque ça, ce que tu dis, Georges. Du coup, je me souviens dans le livre. Donc ça serait du coup, par rapport à ce que tu dis, à une petite échelle, tu vois, oui, en effet, tu le stresses, et d'un coup, ça claque, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que nous, en pensant à notre histoire ou en regardant les news, etc., on peut régulièrement observer des manifestations locales de ces phénomènes d'emballement qui sont moins observables à l'échelle globale. Tu vois. Ouais, d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah ouais, là, il y a cet exemple qui me vient en tête. Ouais. Ok. D'accord. Et après, toujours dans l'idée de donner un petit peu plus de concret. Là, à un moment, il y a un passage où il va essayer d'illustrer à quel point notre société industrielle est interdépendante et fragile. Et en fait, il va donner l'exemple de qu'est-ce qui se passerait si on avait un arrêt des camions. Voilà. J'avoue
ne pas tout à fait comprendre parce que j'ai l'impression que c'est un peu un exemple fictif parce que j'ai cru comprendre qu'on avait 3 mois de stock de carburant en France. Donc j'avoue, je vois pas trop le scénario dans lequel les camions s'arrêteraient. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir cet exemple-là parce que tu vois à quel point, si les camions s'arrêtent, c'est la grosse merde. Donc, je vais vous le faire. Donc, si tu as les camions qui s'arrêtent, dans les 24 premières heures, livraison de fournitures médicales cesse, plus de seringues et de cathéters pour les hôpitaux, plus de fournitures de base. Les stations-service commencent à manquer de carburant. Les usines fonctionnant en flux tendu vont manquer de pièces. Et arrêt de la poste et livraison de colis. Ça, c'est en 24 heures déjà. C'est quand même un petit peu la folie. Après un jour, je sais pas ce que c'est la différence avec 24 heures, mais c'est après un jour. C'est un peu chelou. Pénurie alimentaire, déjà. Donc okay. Ça, c'est quand même chaud. Carburant non disponible ou alors que interminable à la pompe. Milliers de travailleurs au chômage technique parce qu'on ne peut plus livrer les produits ou recevoir les pièces. Après 2-3 jours, pénurie alimentaire grave. Plus d'eau en bouteille et de lait en poudre et de viande en conserve. Plus du tout de carburant. Poubelles qui s'accumulent. Porte-conteneurs immobilisés dans les ports. Donc ça, c'est après 2-3 jours. En fait, j'étais frappé par à quel point ça va vite, quoi. Et je pense que tant qu'on ne l'a pas vu, on ne se rend pas compte. Après une semaine, c'est plus de voitures du tout. Et là, c'est fin du game parce que les gens ne peuvent plus faire leurs courses, ne peuvent pas aller travailler. De toute façon, il n'y avait plus à manger. Donc il y avait des pénuries. Grave. Je pense que tu peux manger des pâtes. J'avoue. Et voilà. Du PQ. Non. Ah ouais, le PQ, c'est après jour 1. Et après 2 semaines, c'est carrément l'eau potable qui commence à manquer. Alors, j'ai pas tout de suite compris pourquoi. Ouais, voilà. En fait, vous êtes comme moi. Bah, ils n'ont pas expliqué. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que pour l'eau potable, tu as une absence de la livraison, par exemple, des produits chimiques qui vont qui rendre l'eau potable. Traiter les machins. Voilà. Ah oui, c'est le traitement de l'eau qui est rendu... Ouais, mais tu as aussi toute la maintenance, la réparation des infrastructures. Les employés de l'eau peuvent pas se rendre au travail. Voilà. Donc, en gros, c'est vrai que ça paraît étonnant de se dire j'ai plus d'eau potable après 2 semaines. Bah, en fait, si, en fait. Et en fait, même si l'exemple est un peu weird parce que tu te dis... ah oui, pardon. Ouais, ok. 2 semaines, c'est eau potable commence à manquer et 4 semaines, c'est plus d'eau potable. Il dit il faudra la boire après ébullition, mais déjà, tu fais bouillir avec quoi. Déjà. T'as plus, il n'y a plus de... d'électricité? Bah non, 4 semaines, je pense pas, non. Et déjà, tu fais bouillir avec quoi? Et en plus, si elle est polluée par des produits chimiques, tu peux la faire bouillir autant que tu veux. Après, tu fais un petit feu dans la forêt et tu fais bouillir. Ouais, je me vois mal faire ça. Et donc, non, mais en fait, tout ça pour dire, l'exemple, il est un peu weird parce que tu te dis, en fait, les camions... pourquoi les camions, ils s'arrêteraient, mais t'as quand même les voitures? L'exemple est un peu bizarre. Je crois qu'il faisait référence à une grève. Mais, néanmoins, je trouvais ça intéressant de voir à quel point ça va vite, quoi. Ouais, c'est à quel point c'est rapidement vite la merde. La merde, ouais. Et même, c'est une sorte de spirale. C'est-à-dire que tu as du mal à sortir la tête dans l'eau parce que tout s'effondre, d'ailleurs. Oh my God. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé le titre du livre. Donc, mais là, du coup, en fait, tu as joué presque en gros sur un paramètre, quoi. C'est les camions s'arrêtent. Par exemple, et en fait, paf, ça fait effet domino en très peu de temps, quoi. C'est ce que tu disais. Ouais. Et donc, ça, typiquement, parce que tout à l'heure, je disais en intro, je cherchais des trucs qu'on n'avait pas trop vus dans les autres livres. Ça, on n'avait pas trop senti, je trouvais. On n'avait pas trop senti cet aspect concret de OK, à quel point c'est interconnecté, à quel point ça va vite, et à quel point c'est une spirale où tu te demandes, mais en fait, comment tu peux l'arrêter Ouais, je trouve que Jean Covici, il insiste pas mal aussi là-dessus, sur le fait que, tu sais, pour dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde de flux, tu vois. Oui. Et il dit souvent, en gros, aujourd'hui, rien de ce qui est consommé n'est produit localement, tu vois. Et en gros, du coup, genre, il dit souvent, effectivement, si les villes, elles meurent très rapidement de faim si t'enlèves les camions, tu vois.
Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais effectivement, c'est super bien de l'illustrer, tu vois. Mais, globalement, c'est de dire on est dans une société de flux. Et si tu interromps le flux parce que les bateaux marchent plus, ou les trains marchent plus, ou le camion marche plus, ou machin. Et après, enfin, en particulier les camions, parce que c'est le truc du dernier kilomètre, tu vois. Bah, du coup, en fait, tu niques ton truc. Yes. Donc, pour continuer, avec la deuxième grande partie, donc là, c'est plus dans la constatation et dans les faits, on essaie de faire un petit peu de la futurologie. Donc, on se demande quand est-ce que ça va arriver. Il dit un truc intéressant qui est, il explique, il dit l'effondrement fait partie de l'imaginaire. Et j'avais pas trop compris cette phrase-là, mais en fait, il l'illustre en disant, après les attentats du 11 septembre, certains disaient la pire horreur devient possible. Et en fait, il se fait la réflexion, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sous-entend qu'elle était pas possible, alors qu'en fait, elle s'est produite. Donc, ça veut bien dire que c'est possible. Et donc, il se dit, tu as une espèce d'irruption du possible dans l'impossible. C'est passé du monde imaginaire au monde réel. Alors que quand même, le truc, c'est que ça a toujours été possible. Mais juste, il y a une raison, je sais pas, il y a une espèce de barrière psychologique à considérer que ça peut arriver. Et donc, lui, il nous invite à se dire que peut-être il faut faire sauter cette barrière et se dire, en fait, oui, ça peut arriver concrètement, et c'est pas quelque chose qui est dans l'image, dans l'imaginaire. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce qu'il veut dire. C'est intéressant quand même de se dire. Ouais, je pense que c'est surtout intéressant pour des gens qui ont, les deux dernières générations, on a vécu dans un monde où il y avait, dans les pays occidentaux où il n'y a pas eu réellement de grosses catastrophes, tu vois. Du coup, genre, on a été conditionné à penser que le confort et l'abondance, ça sera permanent, quoi. Pardon. Et alors que j'imagine que des gens qui ont vécu des guerres ou qui ont vécu des famines ou des épidémies, ils sont plus conscients de ce truc-là que nous, quoi. Ouais, peut-être, mais ouais, tu veux dire. Ouais, non, mais pareil, quoi. Je me suis dit ça, je me suis dit que, en particulier les dernières générations dans les pays industrialisés qui n'ont pas vécu de gros traumatismes type guerre et tout, ça doit être. Oui, je peux imaginer qu'il y a cette espèce de blocage de non, mais ça peut pas arriver, quoi. Ils ont, je sais pas, il y a une culture de ça va, on est sorti des, je sais pas, tu vois, en Europe des deux guerres et tout ça, et c'est bon, maintenant ça roule, on a compris et tout. Et là, mais c'est. Mais je pense qu'à cet égard, le Covid, c'est un bon, c'est un bon reminder, tu vois, genre. Ouais, je pense que. Tu vois, il n'y a pas eu un avant-après du point de vue du fonctionnement de la société parce que juste on continue comme avant. Par contre, il y a eu un avant-après du point de vue de la prise de conscience de la fragilité du monde et de l'interdépendance, tu vois. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, c'est marrant. C'est marrant que tu dises ça parce que oui, il y a les deux phénomènes que tu cites. Il y a la prise de conscience de la fragilité et de l'interdépendance, mais il y a aussi pas de prise de conscience quelque part. Mais c'est ce que tu disais au début. En fait, ça se traduit pas en action, tu vois. Ouais. Parce que en fait, je pense que c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme tu décris. Un système complexe, il est hyper résilient, tu vois. C'est ce que tu disais au début. Et genre le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui et le fonctionnement économique et le fonctionnement interdépendant de la société, il est hyper résilient aussi, tu vois. Ouais. Et donc même si on a pris conscience de ça pour le renverser, parce que tu vois, parce que je pense que, tu vois, là il y a les effondrements des 9 trucs qui décrivaient, mais je pense que même le système économique et la manière dont nos sociétés fonctionnent aujourd'hui, elles constituent elles-mêmes un système hyper complexe qui est résilient, mais pour le coup qu'on estime pertinent de changer, tu vois. Contrairement au système naturel qu'on aimerait moins changer, tu vois ce que je veux dire. Qu'on aimerait plus respecter tel qu'il est. Ouais. Non, mais d'accord, c'est rigolo. Mais oui, ouais. Ouais, pardon. Non, mais enfin, bref, j'allais rien dire d'intéressant. Je trouve ça.
Je trouve que c'est très vrai cette phrase que on s'imagine que c'est pas possible et tu sais et on fait des plans comme si ça allait pas arriver et on va au travail et il y a des gens qui je sais pas qui font des plans pour dans 20 ans et c'est quelque chose vraiment qui est de l'ordre de l'imaginaire. Enfin c'est vrai quoi. Il y a une espèce de déni quoi. Mais est-ce que c'est pas étudié un peu en psychologie ou en philosophie parce que est-ce que si tu en as trop conscience comme une réalité ultra possible, est-ce que tu peux continuer à vivre quoi? Je sais pas si c'est pas trop pesant parce que mais bon en même temps là en étant dans le déni, enfin c'est ce qu'on dit, il y a pas d'action et donc du coup c'est pas non plus ça fonctionne pas trop non plus quoi. Donc il doit y avoir un juste milieu. Ouais. Après c'est pas qu'il y a pas d'action, c'est qu'il y a pas des actions suffisamment radicale ou à la hauteur de la bifle de la sanction qui nous attend, tu vois. Ouais. Et après le truc c'est que s'il y a pas d'action suffisamment radicale, c'est cette histoire de court terme long terme quoi. C'est qu'aujourd'hui dans le système actuel, si tu modifies ton comportement pour être en accord avec les limites planétaires, si on prend juste l'aspect réchauffement climatique, en fait tu te pénalises de fou, tu vois, et tu niques ton bonheur et celui de tes proches, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu fais des modifications un peu à la marge. Enfin, ça dépend de ce que chacun fait. Il y a des gens qui font plus ou moins. Mais ce que font la majorité des gens, je pense, qui sont conscients des limites planétaires, c'est qu'elles font des modifications à la marge et elles sont un peu schizophrènes, quoi. Pour ne pas pénaliser leur bonheur court terme, qui est tributaire de l'adhésion, enfin, ou du respect du fonctionnement du système actuel, quoi. Genre, t'es obligé d'aller taffer. En gros... à part si tu veux t'autonomiser, tu vois, il faut que tu ailles vivre dans un endroit un peu isolé où il y a pas grand monde, que tu perdes potentiellement ton taf, que tu t'abstiennes d'avoir un certain nombre de loisirs, etc. Enfin, t'es nécessairement un peu isolé et voilà. Mais ouais, mais enfin, ça me fait penser aussi à j'avais entendu le podcast d'un gars qui disait, en gros, je sais plus comment c'était tourné, mais il était connu pour avoir prévu, il avait prévu la crise des subprimes en 2008. Et en gros, tu vois, les gens lui demandaient, mais pourquoi t'as pas parié tout ton argent sur le fait que ça allait arriver, pourquoi t'as pas fait les bons investissements et les trucs, enfin, t'aurais été milliardaire. Et le gars dit ouais, mais en fait juste je pouvais absolument pas, enfin il y a un truc infranchissable psychologiquement qui faisait que juste tu peux pas te dire que ça va arriver. Et en fait quand tu le dis comme ça, tu te dis bon, ok, le mec c'est un gros bouffon, il a prévu le truc mais il y croyait pas. Mais en fait non, je vois quand même ce qu'il veut dire et je vois ce que les auteurs veulent dire aussi. Enfin il y a vraiment un truc où tu peux pas te vraiment, tu peux pas te dire que ça va arriver, quoi. C'est assez. Ouais, je vois, mais après, je trouve que l'analogie, elle est pas parfaite parce que, genre. Encore une fois, le gars, il y a une notion de timing dans son truc, tu vois. S'il veut parier sur l'effondrement des marchés, il y a une grande notion de timing et effectivement, genre, tu peux prévoir un effondrement imminent à horizon 3 ans, mais 3 ans, c'est long, tu vois. Et tu vois, c'est suffisamment flou pour t'empêcher d'en tirer profit. Parce que tu peux quand même être ruiné si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais là aussi, ça marcherait parce que si tu as envie de faire le prepper, tu sais, le mec qui va faire son bunker et qui va prendre plein de bouteilles d'eau, plein de conserves et tout, tu sais, le fait de pas savoir si c'est pour dans 2 ans ou pour dans 50 ans, quelque part, ça influe ton comportement et ça pousse à l'inaction. Au niveau prepping, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je m'achète 50 packs de 6 Volvic maintenant ou est-ce que je sais pas, j'attends un petit peu, quoi. Mais bon, c'est rigolo, quoi. Non, c'est sûr, ça pousse à l'inaction et ça pousse à en fait ça joue sur l'amplitude de la modification de ton mode de vie et de tes comportements et du nombre de comportements que tu modifies, quoi. En gros, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on modifie tous un peu des comportements, tu vois. En vrai, si tu n'es pas teubé, t'es quand même conscient qu'il se passe un truc. Et t'es là, oui, je deviens végétarien, oui, je prends mon avion, oui, je fais du compost, oui, j'accorde plus d'importance au circuit court, etc. Donc ça, c'est le niveau 0 un peu du truc. Et du coup, tu modifies un peu des comportements.
parce que effectivement cette notion de timing, t'as l'impression que c'est quand même pas tout de suite, alors que il y a des gens qui sont beaucoup plus conscients de l'urgence et qui s'impliquent beaucoup plus, mais du coup qui hypothèquent leur intégration de court terme dans ce système-là, quoi. Tu vois. Ouais, mais en plus là tu parles de gens qui vont moi je te parle carrément de parce que t'as deux trucs, t'as évité que ça arrive ou éviter que ça arrive de plein fouet ou machin, mais t'as aussi juste se prémunir, quoi. Ouais, se prémunir, ouais. Et ça tu pourrais te dire ça c'est tout bénef pour toi parce que c'est que pour toi, mais même ça les gens font pas, quoi. Et donc pour revenir à la phrase clé qui était le clic de l'interrupteur, je crois qu'on l'a dit à moitié, mais c'est vrai que c'est intéressant de remarquer qu'en gros, il n'y a pas de coût et tout est bénéfice tant que l'interrupteur n'a pas fait clic. Et en fait, je sais pas, imagine t'es une certaine entreprise, tu te dis, bah moi ça me coûte moins cher de polluer, de balancer mes produits chimiques dans la nature. Et en fait, tant que le système est résilient, parce que c'est un système complexe, en fait, c'est gratuit en fait, de balancer les produits chimiques dans la nature. Et donc, en fait, il y a un espèce de phénomène intéressant qui est que tant que tu n'as pas eu ce clic de l'interrupteur, c'est gratuit. Et donc, c'est hyper pernicieux. Parce que tu te dis, je ne sais pas quand est-ce qu'il va faire clic. Et j'ai tout avantage, j'ai tout à y gagner à continuer à polluer, là, dans mon exemple. Et puis, il y a un peu un truc de... si j'ai quand même conscience qu'il risque d'y avoir un clic et que du coup, je me dis, je change et j'arrête de rejeter mes produits chimiques dans la flotte, ok, moi je vais le faire, mais les concurrents ils vont pas le faire. Moi je vais devoir trouver une solution plus compliquée. Donc en fait, c'est très pernicieux comme truc parce que tu peux quelque part même pas te permettre d'être le premier à le faire, quoi. Ouais, c'est fort. Ouais, non mais c'est vrai que c'est super intéressant ce truc-là c'est un peu une faiblesse de notre système économique qui est de dire on n'internalise pas les coûts écologiques. Et en fait, quand t'internalises pas les coûts écologiques, c'est ce qu'on dit en disant c'est gratuit. Et du coup, t'as un nivellement par le bas vers le moins 10 ans. Parce que en fait, si déjà par défaut, ton rôle en tant qu'entreprise, c'est de faire un maximum de profit, donc tu t'en branles. Et en plus, si t'es une entreprise stylée et tu souhaites ne pas t'en branler, t'es sous-compétitif. Donc, mais ça, en fait, ça, je pense qu'on l'avait en tête. Mais moi, ce que j'avais pas en tête, parce que en fait, j'avais cette notion de c'est progressif, c'est-à-dire qu'en gros, tu dégrades petit à petit l'environnement, mais finalement, mais tu l'intègres pas dans tes coûts. Mais là, c'est encore plus pernicieux, c'est-à-dire que limite, eux, ce qu'ils disent caricaturellement, c'est que tu le dégrades pas en fait, jusqu'à ce que tu le dégrades, quoi. Tu vois, oui. Ça va encore plus loin, c'est que c'est gratuit, quoi. Tu vois. Ouais, c'est que là, ça dépend ce que tu dis par tu le dégrades, mais oui, tu le dégrades, mais tu n'observes pas les conséquences. Voilà. Là, mais on joue un peu sur les mots, mais je trouve ça rigolo, c'est quand même de se dire que c'est vraiment gratuit, quoi. C'est fort. Et donc, puisqu'on est un peu dans la futurologie, juste un petit truc avant, il dit le fait qu'on ne sache pas quand ça va faire clic, c'est pas un problème de connaissance scientifique, c'est juste consubstantiel, j'ai jamais utilisé ce mot, au système complexe. Donc en gros, il dit justement parce que le système est complexe, tu ne sais pas quand est-ce que ça va lâcher, et c'est pas un problème de connaissance scientifique, quoi. C'est trop compliqué. Voilà. Donc c'est énervant, mais c'est comme ça. Et malgré ça, du coup, c'est quoi les modèles prédictifs qui se sont prêtés au jeu pour essayer de prédire ce qui pourrait se passer? Il va en citer deux. Et le premier, c'est le modèle Handy, H-A-N-D-Y, qui se base sur les équations, accrochez-vous, de l'Octa-Volterra, qui sont, mais je pense que vous connaissez, utilisées en écologie pour décrire la relation proie et prédateur. Vous savez, donc, quand il y a plein de prédateurs, les proies diminuent.
Et quand il n'y a plus beaucoup de proies, les prédateurs ils crèvent parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et après, du coup, les proies elles réaugmentent et en fait, ça fait une oscillation. Ok. Voilà. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais je les avais tracés dans MATLAB. Sur mon PC, je les avais tracés il y a quelques années. Parce que tu t'ennuyais un petit peu un soir. Et quelle ne fut pas ma surprise que quand j'ai vu que ça oscillait et que c'était rigolo. Mais aussi, si tu poutres complètement les prédateurs ou les proies, il y a un moment où ça arrête d'osciller, juste ça marche plus. Tout le monde s'effondre, quoi. Voilà, ce qui était fun fact. Bref, et du coup, fin de la parenthèse. Il s'amuse avec ça. Il s'amuse sur MATLAB. Oui, sur MATLAB, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste du code. Bref. Donc, dans le modèle ND, la population humaine est le prédateur et la proie est son environnement. Sauf que dans le modèle, les humains sont immunisés contre le déclin lorsqu'une ressource vient à manquer, et donc ils vont vers une autre ressource. Voilà. Donc ça, c'est rigolo, mais sans plus. Ça permet de prévoir ce qui va se passer. Attends, mais j'ai pas tout compris. Du coup, ils changent de ressources, donc comme s'ils changeaient de proie à chaque fois. Ouais, c'est et donc ça. On reste dans l'oscillation et... Mais non, voilà, c'est ça. C'est que c'est l'octa-Volterra, c'est les équations de l'octa-Volterra, sauf que tu as le droit, en tant qu'humain, de changer de proie, en gros. Voilà. Mais à un moment, il n'y a plus de proie, tu peux plus changer, et donc ça s'effondre. Voilà, du coup, c'est ça la base du modèle. Ok. Donc c'est rigolo. Mais le truc qui est un peu plus rigolo, c'est que dans le modèle, ils ont inclus tout ce qui était inégalité. Dans le modèle ND Dans le modèle ND, ils ont inclus les inégalités. Voilà. Donc, ils disent typiquement que le modèle montrerait que l'effondrement serait inévitable quand on a une société qui est inégalitaire comme la nôtre. Et donc, est-ce que vous arrivez à percevoir des arguments allant en faveur de ça? Pourquoi est-ce qu'un effondrement serait plus prévisible dans une société très inégalitaire, par exemple? Putain, j'en sais rien. Je sais pas si je dois me lancer, je dirais. Moi, quand je l'ai lu, j'en savais rien non plus. Donc, j'ai posé le livre, j'ai réfléchi, j'ai fait... et je me suis arrêté. Peut-être que tu consommes plus de ressources et du coup, tu as un phénomène de prédation plus prégnant quand tu es une société égalitaire. Je sors ça un peu de mon cul, mais c'est un feeling. Ouais, alors, ce qu'ils vont dire, eux, mais ouais, ça peut s'approcher, ce que tu as dit. Ce qu'ils vont dire, eux, c'est que déjà, quand tu as une société inégalitaire, tu as des élites très élites qui ne vont rien faire pour améliorer la situation puisqu'elles vivent bien. Donc, en gros, elles n'ont pas skin in the game. Et en gros, même si c'est la merde, elles s'en foutent. Elles vont tout le temps avoir à bouffer, elles vont tout le temps avoir ce qu'il faut. Donc, elles n'ont pas vraiment de raison de changer quoi que ce soit. Elles font le business as usual. Et elles font le business as usual, même, du coup, après avoir dépassé les frontières, quoi, ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est les élites. Et jusqu'au moment où il n'y a plus de plébéiens, plébéiens, je ne sais pas comment on dit. Et là, du coup, les élites meurent quand t'as plus les gueux. Donc ça, c'est le premier point. Et tu as aussi le point de, ça c'est plus ce que tu disais, Georges, que plus la société est stratifiée, plus le phénomène de consommation ostentatoire est élevé. Et donc, tu sais, c'est toutes les dépenses inutiles de ressources qui sont pour se démarquer, soit des classes sociales inférieures ou se rapprocher des classes sociales inférieures. Donc, tu vas avoir cette consommation ostentatoire qui est du coup introduite dans le modèle. C'est marrant. Ah, mais c'est intéressant ce truc-là de dire, en gros, plus une société est inégalitaire, moins elle a de probabilité de réagir à temps et suffisamment et de manière suffisamment importante face à une perturbation je trouve ça intéressant. Il dit que ça a l'air de se généraliser dans l'histoire, c'est-à-dire que les chefs ont toujours à manger et donc ont beaucoup plus tendance à s'en battre les couilles. Oui. Et ça a l'air de se généraliser, ouais. Oui, en fait, il y a toujours un moment où tu peux plus t'en battre les couilles, mais c'est juste que ça retarde le moment où tu peux plus t'en battre les couilles et du coup. Ouais.
Ouais, mais tu vois, c'est vrai que si tu te disais si les chefs subissaient un peu en même temps que les gueux les effets, peut-être qu'il y aurait un réflexe plus rapide sur le fait de changer les choses. Et donc, ouais, c'est intéressant. Donc, évidemment, je sais pas ce que ça vaut de modéliser ça sous MATLAB et de regarder comment ça évolue et est-ce que les conclusions sont pertinentes, mais en tout cas, c'est intéressant tu vois, d'avoir inclus les inégalités et de comprendre pourquoi les inégalités pourraient potentiellement aller dans le mauvais sens. Ça, c'est un peu cool, quoi. Donc ça, c'est pour Andy. Et après, on a le fameux World 3 dont on a parlé dans les limites à la croissance. Et juste World 3, juste pour rappel, la conclusion, c'était on ne peut pas se contenter de résoudre un seul problème. Pic pétrolier, naissance ou pollution, il faut tout traiter simultanément, car sinon ça ne change presque rien à l'issue. C'est ce qu'avait montré World 3. Donc il dit, il faut une population à 7,5 milliards d'individus stables. Il faut une production industrielle mondiale 10% au-dessus de ce qu'on avait dans les années 2000. Et il faut diminuer la pollution et l'érosion des sols rapport à l'agriculture. Voilà. Donc en gros, il faut faire ces 3 trucs pour réussir à se stabiliser. Et ça, c'était la conclusion en 2004, donc je pense que là, on peut se brosser. Mais voilà, c'était... Tu veux dire c'est too late, quoi? Je pense, ouais. Non, mais soit c'est too late, soit c'est... Les chiffres que je viens de donner sont beaucoup plus pessimistes. Du coup, ça va être une population moindre, une production industrielle moindre. Il faut diminuer encore plus la pollution et l'érosion. Et oui, là, je pense que c'est... Voilà. Et d'ailleurs, il cite Denis Meadows, donc le gars qui a fait les limites à la croissance. Il disait qu'en 2011-2012, ça date aussi, trop tard pour le développement durable, maintenant c'est la préparation au choc. Voilà. Donc, World 3 et Andy, on a ça dans notre besace. Putain, mais à chaque fois, c'est quand même super battant. J'avoue, non, mais tu sais, je lisais un truc récemment de comment les activistes écologiques ou les scientifiques, ils sont passés d'une vision un peu informative en gros, avant, ils avaient comme principal objectif d'informer et de pousser à l'action le législateur, la société, etc. Et là, ils interviewaient un certain nombre qui étaient là, en fait, ça nous fait trop bader, et du coup, maintenant, on est passé à l'humour et tout. Genre, et tu sais, bon, ils disaient, ça reste quand même une énorme minorité, etc. Mais ceux qui font ça, ils disaient, en fait, juste, à force, on bade trop, et du coup, maintenant, on essaie de faire des blagues là-dessus, quitte à être cynique et à être machin, parce que juste, pour préserver notre sanité mentale, quoi. Ouais, c'est ça, sinon tu... Mais je sais pas si vous avez vu, il y avait un short, un short YouTube qui est assez connu, où en gros c'est sur un plateau de télé et t'as un scientifique qui dit juste ce que tu dis, Georges, qui fait oui, en fait, si les gens ils veulent se suicider collectivement, après tout, on est en démocratie, donc faut respecter la voix du peuple et tout. Et à côté, t'as une meuf qui fait non, mais je pense que si on continue à expliquer aux gens, ah ouais, il a lâché, il a qu'on fait, est très pédagogue. Et là, tu fais non, mais je pense que ça va. Enfin, en gros, les gens ils ont compris. Ils ont compris et juste ils s'en foutent et nous c'est pas notre rôle. Enfin, on peut rien faire. Et la fille à côté, il y a les deux mondes elle est en train de bader. Donc ouais, il y en a clairement qui sont passés à autre chose. Ouais. Donc ça c'était un petit peu très et ensuite dans la dernière partie qui est préparer les esprits à la collapsologie, il explique un truc où en gros je pense que c'est le truc le plus intéressant du bouquin. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès, mais c'est le truc le plus intéressant pour moi du bouquin. Et c'est le truc avec lequel je vais vraiment ressortir grandi du bouquin. C'est que il va dire un truc que je trouve génial. Il va expliquer que c'est la culture qui va jouer un rôle dans la préparation à la mentale, à la collapsologie. Et donc, je m'explique pourquoi je trouve ça bien. Parce que, en fait, je me faisais une réflexion. Ça veut rien dire ce que je dis. Je me faisais une réflexion.
En fait, je me disais, vous savez, si les gens ne lisent pas, ne s'éduquent pas, ils font que scroller sur les réseaux sociaux toute la journée, en fait, quelque part, c'est normal qu'il y ait plein de gens qui soient perdus et qui comprennent rien et qu'ils aient zéro connaissance sur, on va dire, tous les sujets. Ça me paraît logique, ce que je dis quand je le dis comme ça. Or, il faut quand même se faire la réflexion que par rapport au Moyen-Âge, on a quand même progressé sur un tas de normes sociales. Typiquement, je pense que ça doit être la 8e fois que je le ressors en podcast, mais au Moyen-Âge, ça nous faisait marrer de mettre les chats dans un bûcher et de les entendre crier. Et aujourd'hui, ça nous fait plus marrer. Et donc, j'avais du mal, en fait, à comprendre comment ça se fait qu'on ait évolué. Je ne sais pas si vous voyez la question que je me posais. Comment ça se fait qu'on ait évolué de façon évidente alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne lisent pas, qui ne se cultivent pas, qui ne se tiennent pas au courant. À l'école, on n'apprend pas vraiment ce genre de choses sur, je sais pas, qu'est-ce qui est moral, par exemple. Donc, est-ce que vous voyez un peu la question que je me pose comment ça se fait que malgré tout, on ait évolué? Mais c'est pas le propre de l'humain et du cerveau humain, là le fait qu'en gros, parce que... Non, mais si les gens n'apprennent rien, ouais. et qu'ils sont, imagine, ils sont complètement zombies devant leur smartphone, comment ça se fait? Mais après, les gens n'apprennent pas rien, tu vois ce que je veux dire. Genre, on a quand même, l'éducation, elle a changé, les références culturelles, donc en gros, tout ce que les gens consomment comme information en fait, si tu veux, tu as une période de construction de ta personnalité, tu vois, qui est, disons, de 0 à 20 ans, tu vois. Ouais. Et dans toute cette période-là, tu es abreuvé d'un certain nombre d'informations et on essaye de t'apprendre un certain nombre de choses, donc soit à travers l'éducation, soit à travers l'école, enfin l'éducation parentale, soit à travers l'école, soit à travers tous les divertissements que tu consommes, soit à travers tes interactions sociales. En gros, tu as ces 4 trucs, tu vois. Et en fait, ces 4 trucs, ils ont quand même fortement changé par rapport au Moyen-Âge, tu vois. Exactement, et c'est ça que tu avais compris et que moi, j'avais pas compris, du coup. Du coup, t'avais compris, moi j'avais pas compris. C'est qu'en fait, t'as un rôle clé de ce qu'on appelle la culture, mais la culture, c'est tous les dessins animés que tu vas regarder, les films, les séries, enfin tous les divertissements que les gens consomment énormément. Et oui, quand t'es petit, tu regardes le dessin animé, tu as le héros qui se bat pour la justice, pour machin et tout. Et en fait, moi, j'avais jamais connecté 2 neurones et j'avais pas compris ça. Et donc, du coup, la culture est vraiment la clé, en fait, pour faire progresser la société. Et tu vois, je m'étais fait la réflexion. L'autre jour, j'étais allé voir un film qui s'appelle Mars Express, qui est vachement bien, mais qui traite un peu de l'intelligence artificielle et des robots et tout ça. Et en fait, je me suis dit, de lire les livres comme Super Intelligence ou le livre de Laurent Alexandre, ou des trucs comme ça, personne ne fait ça. Tu vois mais à part le nectar. Mais les gens, ils vont voir Mars Express, ils regardent Ex Machina, ils regardent Her, et en fait, c'est ça qui leur construit en fait leur culture sur qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur avec ces choses-là et qu'est-ce qui pourrait leur permettre d'appréhender ces choses-là. Et en fait, pour l'effondrement, c'est pareil finalement ce que dit l'auteur, c'est que les gens l'appréhenderont quand tu auras des films là-dessus où tu présentes un monde après effondrement, quand tu auras des séries là-dessus, des romans, des pièces de théâtre. J'ai un bête de bouquin à recommander du coup. Voilà, mais les bouquins, je pense que c'est encore un peu trop niche. Moi, j'ai une série. Il y a une bête de série sur Canal+ qui s'appelle L'Effondrement, qui est trop bien. Putain, voilà. C'est vrai, tu vois. Ouais, et en vrai, c'est trop bien. Elle date de 3-4 ans. Et c'est trop bien parce que c'est filmé caméra à l'épaule, donc c'est super immersif. Et en gros, chaque épisode, c'est une scène de vie quotidienne post-effondrement. Donc en fait, tu vois jamais ce qui s'est passé. Tu comprends pas trop. Tu supputes qu'il y a eu un truc apocalyptique. Mais c'est un truc différent à chaque fois ou? Ouais, mais en gros, effondrement.
C'est le même effondrement. Si, c'est le même effondrement, mais c'est des scènes de la vie quotidienne différentes, donc avec des personnages différents. Donc en gros, t'as genre la station-service, t'as genre le supermarché, donc des gens qui font leurs courses et il y a plus rien, la station-service, machin. T'as genre, et en fait, t'as comme ça plusieurs scènes de la vie quotidienne, à différents moments post-effondrement. Et en fait, tu déduis tout seul, c'est à quel moment, quoi. Il y en a, tu comprends que c'est au moment où se déroule l'effondrement. T'en as, tu comprends que c'est 3 ans plus tard. C'est super bien fait. Bah moi, je recommande quand même le roman Station Eleven. Station Eleven. Ouais. Je me rappelle plus du nom de l'autrice, mais pareil, t'es entre deux. Ça démarre en fait au moment où l'effondrement est en train de commencer, mais tu le comprends pas. Et ensuite, après, t'es direct dans des situations post-effondrement. Et puis de temps en temps, tu as des flashbacks sur les personnages que tu suis qui sont à des endroits différents, pareil. Voilà. Et tu as des flashbacks de ces personnages que tu suis avant effondrement. Et en fait, voilà, tu fais des liens. Et c'est hyper intéressant sur le post-effondrement, je trouve. Enfin, en fait, tout est hyper intéressant. Mais de voir comment ils vivent. Et c'est vrai que ça construit un peu une culture de... Du coup, j'ai 2-3 petits tips, moi, si jamais il y a effondrement. Non, mais grave, c'est trop bien. Ça... Ouais, vas-y, Georges, tu veux dire? Bah, je viens de regarder, ils l'ont fait en série apparemment aussi. Voilà. Mais oui, je crois que j'en ai entendu parler. Bah, trop bien. Bah voilà, on sait ce qu'on va regarder. Non, mais et je trouve, enfin, j'ai vraiment 2 neurones qui se sont connectés. Mais j'ai l'impression que vous ça s'était connecté avant, mais c'est-à-dire que je sais pas comment le formuler, mais si tu veux que les gens acceptent le fait que, je sais pas, ça peut s'effondrer, que du coup il faut faire attention, que du coup il faut devenir résilient, bah en fait ça va passer par la culture, ça va passer par les séries, ça va passer par les bouquins, le théâtre, les pièces contemporaines, c'est où les mecs ils sont ils font des trucs. Non, donc ça passera par le théâtre normal. Et vraiment, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça va donner une alternative aux gens et ça va sans doute débloquer des choses, quoi. Enfin, je sais pas si je le formule bien, mais j'étais hyper content de découvrir ça. J'avais pas du tout pensé que ça passerait par là, quoi. Tu sais, j'étais là, oui, il faut que les gens ils lisent les livres de Jean Covici et tout. Non, il faut juste qu'ils regardent des séries, en fait. Tu vois. Ouais. Et ouais, je trouve ça cool. Bon, après, ça vous éblouit sans doute moins que moi, mais... si, mais moi, c'est marrant parce que ça... c'est un truc que j'avais remarqué depuis un moment, parce que tu te moques souvent de moi en disant que je lis pas justement les livres genre Jean Covici, machin et tout. Ouais. Je remets ma coiffure en place, que je viens de me voir. Ouais, c'était très chelou. et en fait, et moi, je lis beaucoup plus des romans, mais finalement... quasiment pour chaque sujet abordé, oui. Je peux te dire, là, tel roman, ça parle de ça, tel roman, ça m'évoque ça, ça conclut la même chose, ou ça... Enfin, tu vois. Et finalement, ça me fait penser à ça, quoi. Ouais. Et si les gens préfèrent les séries, ils peuvent lire des séries, enfin, ils peuvent regarder des séries, des podcasts, des machins, des BD. Les BD aussi, ouais, non, mais c'est... En fait. Enfin, je sais pas. Ouais. Peut-être que les gens, peut-être que je vais être la cible de Colibet parce que c'était évident pour tout le monde. Mais le truc c'est que, enfin, tu vois, genre le fait que, en gros, les comment dire, genre les œuvres culturelles que tu consommes affectent ta manière de penser et ta manière d'agir. En gros, c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Enfin, oui, c'est vrai. Et en fait, aussi, ça rejoint d'autres combats contemporains, genre typiquement le féminisme, la représentation des minorités. Tu sais, genre toutes les meufs qui se plaignent qu'elles sont sous-représentées à Hollywood, ou les musulmans qui se plaignent qu'à chaque fois on les montre à côté d'une chèvre et avec une calache, tu vois. Non, mais en vrai, c'est vrai. Et genre, pourquoi ils se plaignent? Parce que ces représentations-là affectent la manière de penser et la manière d'agir des gens derrière, tu vois. Sinon, on s'en branlerait, en fait. Ouais, mais tu vois, j'avais jamais explicité ça de manière aussi claire, quoi. Et tu vois, genre, c'est hyper intéressant. Tu sais, moi, c'est un truc sur lequel j'ai changé d'avis il y a quelques années. C'est toi, Clem, qui m'en a parlé. Tu sais, genre, on se foutait de la gueule de Clem parce qu'elle regardait des podcasts, elle écoutait des podcasts ou je sais pas, elle regardait des émissions où genre il y avait que des meufs, tu vois. Ou genre, ah oui, c'était un critère important. Oui, c'était genre, je sais pas, femme stylée, tu vois. C'était la poudre. Ouais, voilà, et c'était que des interviews. La poudre d'interviews de femmes stylées. Exactement, et c'était que des interviews de femmes stylées, et genre, nous, on avait trop le seum, on était là, genre, pourquoi on est exclus, y a aussi des mecs stylés. Non, mais tu vois, nous, on était là, genre, pourquoi le seul critère, c'est pas d'être stylé, pourquoi il y a une notion de genre, tu vois.
Et en fait, il y a une notion de genre parce qu'elles sont sous-représentées. La représentation, ça affecte derrière les ambitions, les comportements et les manières de penser des gens, tu vois. Ouais. Et on était trop teubés pour, tu vois. Et je me rappelle, Alexa, qu'on était d'accord là-dessus. Et du coup, toi aussi, tu vois, à l'époque, t'avais réalisé aussi, tu vois. Ouais. Non, mais c'est marrant. Ouais. Mais tu vois, du coup, je viens de re-réaliser. Autrement, sur d'autres sujets, quoi. Que c'est pas que sur la représentation, par exemple, des femmes, mais ça, sur tous les sujets, en fait, que vous abordez ici. Tout à l'heure, on parlait de l'IA avec Mars Express. En fait, t'as une série de films qui sont maintenant hyper connus, hyper bien, hyper répandus, qui permettent aux gens d'appréhender la série Black Mirror aussi, peut-être. Tu vois, en fait, c'est bref, je trouvais que ce point était fort. Et donc, tout ça pour dire que la culture, ça va sans doute permettre de débloquer certaines barrières dans l'esprit. Quand, on a vu, il y a déjà des séries, il y a déjà des romans, mais peut-être qu'il y en aura plus dans le futur. Mais tu vois, je trouve que c'est là, pour le coup, où peut-être j'aimerais bien qu'on fasse un bouquin un jour. Alors, en fait, faudrait pas que je le fasse. J'arrête pas de dire, j'aimerais bien qu'on fasse. Mais bon, je vais peut-être le faire un moment. Il y en a deux maintenant. Non, mais tu vois, je suis chaud pour faire un bouquin sur la pub, tu vois. Parce que, justement, sur ce sujet-là de comment les représentations culturelles et l'offre culturelle, elle affecte la manière de penser et la manière d'agir des masses, et je pense que les deux trucs les plus puissants là-dessus, c'est l'éducation, parce que tout le monde passe par l'école. L'école est obligatoire. Donc ça scale, tu vois. Genre tu changes le programme, tout de suite, machin. Et c'est la pub. Pourquoi ? Parce que la pub c'est une industrie avec un budget énorme et avec un temps d'attention. Genre tu vois, t'as de la pub partout, tu vois. Et du coup, je pense que c'est deux industries culturelles. Je sais pas si on peut appeler l'éducation industrie culturelle. Je rajouterais les séries aujourd'hui. Peut-être les séries aussi, tu vois, mais il y a des gens qui se gavent. Mais tu vois, et en vrai, la pub, tu vois, ça quand même, ça, en fait, on a la pression publicitaire, les 50 dernières années, elle a fait que s'accroître. C'est quoi la pression publicitaire ? C'est le nombre de pubs auxquelles t'es exposé en tant qu'individu. Et en fait, il y a des estimations de ça a fait que augmenter. Et en fait, ça façonne clairement les désirs de chacun, tu vois. Genre, oui, je vais me foutre le parfum Boss pour me faire sucer, tu vois. Ou genre, oui, tu peux pas dire ça. Quoi, si, c'est clairement ça le message derrière, tu vois, le sous-jacent. Et bref, et en gros, il y a des études assez poussées sur comment ça modifie les aspirations des gens, et notamment ce qu'on disait auparavant, cet aspect comparatif. Et en fait, je pense que ça agit beaucoup sur les représentations, bref. Et du coup, je pense que si on peut pas mal agir sur la pub pour accroître la sensibilité écologique des gens, entre autres. Ok. Ou en tout cas réduire la consommation, ou en tout cas réduire la. Tu sais, c'est ce qu'on disait. On disait il faut changer un peu les. Tu sais, ce qu'on disait aussi sur cette histoire de statut, tu vois. Sur un bouquin qu'on avait fait sur le statut dans un épisode auparavant. C'est en gros, il faut modifier ce qui t'apporte du statut et modifier ce qui t'en enlève. Et en fait, je pense que la pub a un énorme rôle dans dans la définition de ce qui t'apporte et ce qui t'enlève du statut. Non, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est plus du coup sur l'aspect. Oui, juste avoir les connaissances pour comprendre le machin. Sur l'aspect statut, en effet, la pub et le reste de la culture, ça serait sur l'aspect appréhender, plus réussir à imaginer le monde d'après ou les alternatives possibles, quoi. Mais ça, ils disent, du coup, parce que l'objectif, c'est OK, on appréhende, on peut imaginer des trucs, mais est-ce que ça permet du coup plus passer à l'action ? Enfin, c'est ça derrière le truc, parce qu'il parle assez peu finalement de. Ouais, carrément. En gros, l'exemple qu'il donne, c'est. J'ai trouvé qu'il y avait un exemple intéressant où il dit, tu sais, c'est quoi les raisons qu'on donnait à l'inaction
au fur et à mesure des années. Et en fait, vu que... je vais faire gaffe de ne pas écorcher le raisonnement, mais vu que c'est jamais la même raison, typiquement, en 1970, on disait il n'y a pas de limite. En 1980, on disait ok, il y a des limites, mais elles sont loin. En 90, elles sont proches, mais la technologie et le marché va résoudre les problèmes. En 2000, on disait il faut continuer la croissance pour avoir les ressources qui vont permettre de faire face aux problèmes. Donc, si tu veux, quand tu refais l'histoire, tu vois que les raisons changent toujours. Donc, c'est pas. Donc, pour eux, c'est évident que c'est pas juste qu'on n'y croit pas, c'est que c'est juste qu'il y a un manque d'alternatives, en fait. On ne sait pas quoi faire d'autre, en fait. Okay. Donc, on dit oui, c'est pour ça. Ouais, on sent qu'il n'y a pas une raison gravée dans le marbre, ultra pragmatique. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas d'alternative, on ne sait pas quoi faire. On n'arrive pas à imaginer un autre monde. Donc, on ne l'imagine pas, quoi. Voilà. Donc, très intéressant. Très intéressant. Je ne sais pas si on veut rajouter autre chose sur la culture. Ça va. C'est vrai. Un petit peu le tour. Faut lire le livre de Bruno Le Maire, tu vois. C'est ça qu'il faut rajouter. Bon, ça, c'est pour se faire une idée de quoi? Du renfoncement brun, de je sais pas quoi. Tu veux dire, c'est la renflement. C'est le renflement. Une idée de réussir à appréhender la colorimétrie du renflement. Oh, putain. Donc, un autre phénomène rigolo sur l'appréhension de la collapsologie, c'est que, et on peut méditer un peu là-dessus, c'est que c'est assez rigolo parce que si tu es politique, tu peux pas vraiment dire aux gens que tu te prépares pour un effondrement parce que tu vas un petit peu le provoquer en faisant ça, quoi. Donc je trouvais que c'était un peu fun fact aussi de se dire que c'est rare parce que c'est aussi un truc que tu peux pas trop dire parce que tu risques de le provoquer et donc que ça en fait un sujet méga délicat, quoi. Du coup tu fais quoi en fait parce que... C'est ça. Si tu te prépares pas que ça arrive, on te le reproche pas, mais si tu te prépares, ça va arriver pour sûr et... c'est ça. Et on te le reprochera. C'est ça. Et ils disent aussi la phrase qui maintenant m'énerve royalement, qui est qu'on est dans un monde qui ne fonctionne qu'avec la dette et la croissance, et donc notre système ne fonctionne plus s'il n'y a plus de croissance. Georges avait essayé de m'engrainer une fois là-dessus en m'expliquant que et on a raison de dire ça et tout. et du coup, je suis pas du tout d'accord. Est-ce que tu veux me réengrainer, Georges, là-dessus? Ouais. Non, pas pour le moment. Peut-être qu'il y aura des gens en commentaire qui voudront me réengrainer, mais du coup, le truc qui m'énerve dans cette phrase, c'est que, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que la société est en décroissance, c'est du coup la moyenne de toute la société, qu'il ne fait pas sens d'ouvrir, je sais pas, l'exemple que je donne toujours, c'est s'il n'y a pas de boulanger à 1 km à la ronde, du coup, ça fait sens d'ouvrir une boulangerie et la banque va clairement avoir envie de te prêter de l'argent pour que tu ouvres ta boulangerie parce que tu vas te faire de la thune en ouvrant ta boulangerie et ta boulangerie, elle sera en croissance. Et donc, ça n'est pas parce que le monde, l'économie est en décroissance que ça ne fonctionne pas, que le capitalisme ne fonctionne pas et que les systèmes de dette ne fonctionnent plus. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là. Et on en avait débattu avec Georges et on était arrivé à la conclusion qu'on n'était pas d'accord. Que j'avais clairement... que c'était... que j'avais raison. Bref, non, mais vous pouvez dire dans les commentaires si vous trouvez que je dis de la merde. Mais lui, il en parle pas de ça. Il dit quoi dans le bouquin? C'est ça qui m'a énervé, c'est qu'il dit juste ça et il le considère pour acquis que, en gros, s'il n'y a pas de croissance, enfin que notre système fonctionne sur la dette et sur la croissance, et que si on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas. Chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Okay. Voilà, j'ai le droit. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mais il dit ça juste comme ça ou pour quel est le rapport avec... Enfin, c'est dans quel contexte par rapport à l'effondrement, du coup?
C'est juste que ça m'avait énervé. Ah, d'accord. Il n'y a pas un énorme lien avec tout ce qu'on a dit avant. Ok. C'est tout. Très bien. Donc, à quoi ça peut ressembler ça, c'est le dernier petit point, après on a fini. À quoi ça peut ressembler la solution à un effondrement eux, ce qu'ils décrivent, ça va être de s'organiser en plein de petits sous-systèmes ultra résilients. Donc, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi, ça me fait penser à tout le mouvement du Made in France. Made in France, par exemple, qui revient... je l'ai dit de façon bizarre. Made in France qui revient un petit peu à la mode. Ça me fait penser au fait de ne pas importer des produits de première nécessité de l'autre bout du monde, comme les masques, par exemple. Donc, je sais pas, c'est un truc qui est en train de revenir à la mode. Mais du coup, dedans, ils mettent... parce que disait Georges, tu sais, consommer local, des trucs comme ça, ouais, ça fait exemple, partie de ce truc. Par exemple. Ça fait penser aussi à l'agroécologie, tu sais, régénérer les sols, les rendre plus résilients, les rendre plus résilients aux différentes problématiques climatiques. Voilà, moi j'ai pensé aussi à réduire la vitesse sur les routes, c'est pour moins user les routes, et du coup forcément les différents services vont se rapprocher par effet mécanique parce que les choses vont être moins facilement accessibles. Donc réduire tout relocaliser un petit peu, et c'est sans doute ça la solution à l'effondrement. Et c'est marrant parce que c'est une démondialisation, quoi. En fait, c'est faire l'inverse que ce qu'on a fait depuis 150 ans, quoi. Mais globalement, ce qu'on a fait depuis 150 ans, c'est qu'on a séparé les lieux de production de consommation. C'est qu'on a ultra spécialisé les différentes régions du monde dans ce dont quoi elles avaient des avantages comparatifs. On a accru les flux et on a consommé la masse d'hydrocarbures. Et en gros, ce qui dit, il faut faire l'inverse, quoi. Il faut décroître les flux, il faut rapprocher les lieux de consommation et de production, il faut consommer moins d'hydrocarbures et il faut moins se spécialiser et construire des écosystèmes variés où les gens savent faire plusieurs trucs. Mais donc, en gros, il faut juste reverse. Ça paraît, dit comme ça paraît chaud. Ouais. Mais c'est marrant et je sais pas, je trouve ça étonnant que typiquement des trucs comme le Made in France, en fait, même j'ai envie d'élargir, mais c'est vrai que c'est étonnant que tous ces trucs, j'espère que je vais pas mal le formuler, mais que tous ces trucs comme le Made in France, l'agroécologie, les circuits courts, tout ça, quelque part c'est étonnant que ça marche parce que ça requiert de payer plus, entre guillemets, pour le faire. Mais c'est quand même un petit peu à la mode, ça marche pas si mal que ça, quoi. C'est marrant. Donc, je me rends pas compte si ça marche, comme tu dis, dans tous les milieux, parce que nous, on est aussi dans des milieux mais bien sûr. un peu biaisés, quoi. Non, mais en tout cas, ça existe et il y a des boîtes rentables là-dedans, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est un bon... Ce que dit Georges, c'est que c'est pas totalement chimérique, quoi. Mais du coup, parce que quand tu as dit ça, c'est la question que je me suis posée. Le fait qu'ils disent ça, de un peu relocaliser, faire des plus petits écosystèmes et tout, il n'y a pas une façon de faire ça tout en gardant ce qu'on a gagné de la mondialisation. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Parce que c'est vrai que, oui, ça fait un peu bizarre, quoi, parce qu'on est dans un monde très ouvert, très lié, très connecté. Ouais. Et d'un coup, de se dire, en fait, on va tous, entre guillemets, du coup, l'image que j'ai, c'est un petit peu se renfermer, se replier sur nous, alors qu'on sait qu'il y a quand même des choses, d'ailleurs, culturellement, qui sont intéressantes au fait d'être connecté. Du coup, est-ce que parce que tu dis, Georges, c'est tout l'inverse, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc où ça peut trouver une sorte d'équilibre, tu vois? Oui. Non, mais c'est tout l'inverse. Enfin, pas tout l'inverse en revenant pas au stade zéro parce qu'on a quand même Internet, d'une part. Donc, tu vois, déjà, du point de vue des échanges et de la connaissance d'autrui, c'est mieux. C'est plus que, effectivement, par exemple, tu vois, sur le transport et les échanges culturels, tu vois, faut plus prendre l'avion, mais ça veut pas dire que tu pourras pas prendre le train et aller en Allemagne, alors que, par exemple, avant, ils faisaient des trucs en calèche où c'était le voyage d'une vie et ils crevaient de la grippe en route, tu vois. Donc, je vous invite à mettre la vidéo et à rejouer le passage où Georges fait la calèche. Et à en faire un. Je vous invite et à en faire un gif. Non, mais tu vois, du coup, c'est pas nécessairement un retour
A il y a 200 ans, mais c'est plus genre une modération des excès d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Et si je me rappelle bien, c'était Philippe Biouy qui avait essayé de décrire un peu ce monde-là là, dans l'épisode qu'on avait fait, l'âge des low-tech. Et typiquement, il disait, tu vois, pour le dentifrice, vu que c'est un truc de merde où en gros, il faut mélanger 3 ingrédients, en fait, c'est pas la peine de s'exciter. Juste, t'as le pharmacien, il a ça et ces produits-là, et c'est pas la peine d'en avoir 15, et voilà. Mais par contre, typiquement, les ordinateurs portables, ça sera pas produit localement, quoi. Donc tu vois, il savait aussi faire la part des choses dans ce qu'il imaginait. Donc je pense que ça répond un peu à la question, c'est que sûrement il y a moyen de rationaliser beaucoup. Et après il y a des trucs les trucs c'est ça, tu nies pas non plus les apports de cette mondialisation. Ouais, exactement. En fait, je pense que tu la rends plus intentionnelle et plus planifiée, tu vois. C'est qu'en gros, avant, c'était un truc, on était là en mode on a une technique qui marche, c'est de consommer la masse d'hydrocarbures et laisser les gens faire un peu ce qu'ils veulent. Et bon, après, il y a quand même de la régulation, etc. Mais globalement, la tendance globale, c'était ça. Et ça marche, ça génère de l'enrichissement. Ça génère des inégalités, mais bon, on fait de la répartition fiscale et voilà, on est content. Parce que le gâteau grandit. Et là, on dit, le gâteau, il va éventuellement s'arrêter de grandir. On est face à une bifle. Et du coup, on va rendre ça plus intentionnel, c'est-à-dire on va plus laisser les acteurs faire ce qu'ils veulent, on va mieux contrôler le truc, etc. Et on va devoir faire des choix. Mais par contre, on va garder pas mal de trucs, on va garder le progrès économique, on va garder la spécialisation à certains endroits, tu vois, le progrès technologique, pardon. Et le tout dernier point... mais tu vois, si je reviens sur ça, genre, je pense que c'est beaucoup plus dur, tu vois. Parce que... en fait, c'est beaucoup plus simple de laisser les gens faire ce qu'ils veulent et de voir ce qu'il en sort, sachant que c'est un processus qui est... Si tu considères que c'est un processus qui est, dans sa globalité, gagnant, tu dis, c'est bien, tu vois, en tant que dirigeant ou en tant que collectif, c'est facile parce qu'il y a moins à se prendre la tête, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si on se dit, en fait, laisser les gens faire ce qu'ils veulent, ça marche pas, il faut faire des choix collectifs contraignants, compliqués, en fait, du point de vue de la politique et du point de vue du vivre ensemble et du point de vue de la prise de décision collective, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on faisait depuis 200 ans, tu vois. Et du coup, je pense que c'est là où, tu vois, ça rejoint l'interview que t'as fait, Alexa, avec Armel, je crois, Armel Lecause, il s'appelait, ou j'en sais rien. Enfin, c'est là où je trouve que il y a des innovations majeures à faire sur la prise de décision collective et les choix. Parce que, en gros, en fait, avant, on n'avait pas besoin de faire ça, tu vois. Et aujourd'hui, on a des choix très concrets à faire. Genre, est-ce qu'on autorise les gens à avoir une résidence secondaire? Est-ce qu'on fait un quota sur les prix de l'avion? Est-ce que... j'en sais rien, il y a plein de trucs super compliqués et super chiants, tu vois. Où, genre, tout le monde va se révolter, machin. Et en fait, il faut qu'on apprenne à prendre des décisions et à faire des choix ensemble, sans se taper sur la gueule, sachant que c'est des choix chiants qui vont faire chier une partie non négligeable des gens, tu vois. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui... Enfin, en tout cas, je suis pas renseigné, mais tu vois, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on sait pas trop faire aujourd'hui, tu vois. Genre, il y a des gens qui émettent des pistes, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des expérimentations à grande échelle de comment on fait ça, tu vois. Ouais. Ça fait bader un peu quand même. C'était le monologue. Ah, ça fait bader un peu quand même. Mais, parce qu'en fait... je vais peut-être casser l'ambiance, mais en fait, moi, dans ma tête, à chaque fois, je m'imagine tous les trucs que tu dis et je me dis, il y a sûrement des sociétés qui vont réussir à atteindre une certaine résilience et qui vont réussir à mettre en place des trucs cool. Et juste, soit ils vont se prendre une bombe nucléaire dans la gueule, ou soit ils vont se faire envahir par des mecs avec une nouvelle religion chelou. Enfin... En gros, vous êtes bonne ambiance, quoi. Non, mais en gros tu vois, va y avoir des mecs qui vont réussir. En gros, je pense qu'il va y avoir des mecs qui vont réussir et il va y avoir des mecs qui vont échouer. Et les mecs qui vont échouer, juste, ils vont avoir le seum et ils vont casser les couilles. Du coup, En gros, moi, c'est ça mon forecast. Voilà, bonne ambiance. Moi, j'étais en mode bisounours et genre, en me disant, les trucs que tu viens de dire, Georges, ça, c'est... je sais pas, avec ce qu'on a dit avant...
genre dans la culture, je sais pas quoi, les livres, les séries, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a peut-être des trucs qui vont infuser de ça et qui vont ouvrir des solutions, ouvrir des façons de prendre des décisions collectives et tout ça, tu vois. Oui, J'y crois à fond, je suis bisounours, moi, ok. Sûrement, mais ça n'empêchera pas mais peut-être ce sera lent. de se faire défoncer par le mec d'à côté qui n'a pas compris. Peut-être. Donc voilà, il finit un peu sur quand même une note d'espoir dans le sens où il dit qu'est-ce que les crises du passé nous ont appris, c'est qu'on a tendance à penser que les gens deviennent un peu des connards. Je suis en train de me rendre compte que ça va aller à l'encontre de ce que je viens de dire. Ouais. Que ça nous a appris que les gens ont tendance à être un peu des connards. Et en fait, il dit que en fait, non, ce que tu remarques quand même quand il y a des crises, c'est que c'est souvent une réapparition de l'entraide et de la camaraderie. Et il pense que l'individualisme est un luxe qui n'est possible que dans une société richissime. L'entraide sera au centre de l'effondrement. Voilà. Ça, c'est un petit peu une note un petit peu positive. Et en conclusion, il nous cite des archives d'historiens qui se posaient déjà la question « on fera comment quand il n'y aura plus de pétrole ?» Et il a l'air de dire que déjà à l'époque, dans les archives, l'ambiance, c'était déjà de se dire on va faire la fête comme pas possible et tant pis pour le lendemain. Et là, voilà, ils nous disent c'est l'heure de la gueule de bois. Là, on va prendre un Doliprane et on va faire un petit peu ce qu'on peut. Donc ça se termine sur cette métaphore. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y avait deux trucs, perso, je trouvais qu'il y avait deux trucs clés dedans à en tirer en plus de ouais, tu peux enlever. Deux trucs clés à en tirer en plus de ce qu'on avait vu d'habitude. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, c'était quoi du coup les deux trucs? De quoi? Les deux trucs que tu as vus? T'es en train de me demander c'est quoi les deux trucs intéressants de... Ouais, du bouquin. C'est pas clair pour moi. Non, je fais ça. Ouais, c'était intéressant. On a appris des trucs. Bon, moi, j'ai appris plein de trucs. Je pense que j'en ai appris plus que deux. mais tant mieux. Ouais, puis ça forge une vision aussi de cette notion d'effondrement et de ce qu'on peut y mettre derrière. Mais c'est vrai que, plusieurs fois, Georges a cité le terme, tu vois, de effondrement économique et tout ça. Et alors, toi, dans les trucs, tu vois, les 9 frontières, c'est quasi, tu vois, j'arrive pas trop à relier. C'est genre les trucs réchauffement climatique, biodiversité et compagnie qui, en fait, finalement, je crois que j'ai pas très bien compris quand il parle d'effondrement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est l'effondrement, tu vois, genre dû au réchauffement climatique et tout ça qui va créer des effondrements économiques et de société? Mais est-ce que juste, tu as cité la crise des subprimes et tout ça, en fait, il peut y avoir des trucs purement économiques qui font que tout s'effondre ou je sais pas. Non, mais oui, c'est-à-dire que ça n'est pas... le livre... n'est pas exhaustif sur la façon dont ça peut s'effondrer, c'est ça? Non, je pense pas. Le livre ne traite pas de si tu as une guerre nucléaire ou si tu as un mec qui, dans un labo, crée un nouveau virus ou si tu as l'IA qui est non alignée. Le livre ne traite pas de ça. Le livre, il traite de t'arrives aux limites. Donc, pétrole, minerai, et tu dépasses les frontières. Donc, les 9 dont on a parlé. Et comment on s'organise. Voilà. Si t'as un astéroïde qui tombe sur ta gueule, le livre de traite. Ouais, c'est ça. Mais c'était ça qui était pas clair parce que c'est un effondrement aussi. Oui, c'est ça. Ok. Georges, le mot de la fin. Non, moi j'ai kiffé. Voilà. Et, non, mais c'est plus aussi genre il y a un côté genre on a fait pas mal de bouquins sur le sujet de la transition écologique ou du réchauffement climatique et on apprend quand même encore des trucs. Donc ça c'est bien. Oui, c'est vrai. Et par ailleurs, genre on a beaucoup entendu parler justement dans la culture du phénomène d'effondrement. Donc on a l'impression qu'on sait déjà, mais en fait, je pense que ces auteurs et ce bouquin-là, il a grandement contribué à populariser et à démocratiser le concept. Donc il a quand même eu un apport, tu vois. Oui, ça on l'a pas dit. Oui. Voilà
Et l'aspect aussi, je trouve ça intéressant, l'aspect je regarde ce qui s'est passé dans d'autres situations d'effondrement historiquement. Et je peux en déduire comment les gens réagissent. Ça, je trouve ça chouette. Yes, sur ces belles paroles. Merci. Bisous. Ciao. Bisous.